a le choix encore aujourd'hui, et pour encore 2 décennies, entre choisir justement, choisir notre futur et le construire, ou subir et se retrouver au pied du mur. Chers amis du Dessous des cartes, pour cette dernière leçon de géopolitique de la saison, on a voulu se projeter dans un avenir plus réjouissant, envisager un monde, celui de 2055, qui serait devenu neutre en carbone. Cet horizon-là auquel on a envie de croire, c'est tout l'objet de votre livre Magali Reguetzazit. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur en géographie, spécialiste de la résilience et de l'adaptation des sociétés et des territoires, et vous êtes experte dans de nombreuses instances pour le climat. Alors vous précisez d'emblée que ce livre, ce n'est pas un livre de science-fiction, mais que Nuance, c'est un livre de fiction scientifique. Expliquez-nous. La différence, c'est que je m'appuie sur les solutions qui ont été évaluées par les experts du GIEC et par d'autres instances d'évaluation scientifique. Et donc tout ce qui est décrit dans le livre, c'est simplement j'essaie de rendre concrètes ces solutions et la mise en œuvre de ces solutions. Avec l'idée donc qu'atteindre cet objectif d'un monde sans énergie fossile, c'est possible. Alors revenons au réel de l'année 2026. Est-ce qu'il y a un pays ou des pays qui s'approchent aujourd'hui de cet objectif-là, un monde sans fossiles? Alors c'est compliqué parce qu'une partie des pays, ou plus exactement des populations dans ces pays, sont déjà dans les clous de la neutralité carbone, mais parce qu'ils subissent du fait de leur pauvreté, de leur précarité. En revanche, on a des États aujourd'hui dans le monde qui sont en train d'investir massivement sur la transition. Je pense en particulier à la Chine, alors qui n'est pas décarbonée, hein, pas du tout, qui continue à avoir du charbon par exemple, mais qui a construit et qui est en train de construire une stratégie de puissance autour de cette décarbonation. Alors dans l'écosystème européen, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des initiatives plutôt locales, par exemple dans l'industrie. On voit aujourd'hui que certaines entreprises, eh bien, sont en train de décarboner leur flotte de véhicules, de décarboner leurs machines. Je pense par exemple à des industries qui sont en train de changer complètement leurs appareils pour pouvoir utiliser de l'énergie décarbonée. On peut aussi penser à l'Allemagne qui travaille aujourd'hui sur la question de l'hydrogène, mais d'un hydrogène qui n'est pas mobile. C'est pas l'hydrogène qu'on met dans des véhicules, c'est un hydrogène qu'on peut utiliser chez soi, mais évidemment, aucun pays aujourd'hui n'est en capacité de vivre dans ce monde de l'après-fossile. Aujourd'hui, vous avez tout un discours de l'inaction, de l'obstruction qui est porté notamment par les monarchies du Golfe et tous les pays producteurs de pétrole en réalité, et qui est construit pour justement empêcher cette bascule dans l'après-pétrole et qui va du climato-scepticisme le plus dur à un enjolivement de la situation, des prouesses technologiques du demain, de la capacité à contrôler le climat par ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Et tout ça, en fait, est vraiment construit pour faire obstacle, pour faire obstruction, pour maintenir le plus longtemps possible cette rente fossile. On sait aujourd'hui que si on brûlait uniquement les réserves, enfin ce qui est disponible, même pas aller chercher de nouvelles réserves, si on faisait fonctionner toutes les infrastructures fossiles, on exploserait déjà le 1,5 degré au-delà le 2 degrés. Donc il est absolument nécessaire de sortir de ce discours rassuriste parce que on ne peut plus malheureusement consommer ces ressources qui ne sont même pas encore sorties de terre. Alors dans ce monde rêvé sans carbone de 2055, Magali, vous imaginez un monde sans plastique, où l'on fait ses courses avec des bocaux en verre, où l'on achète les aliments en vrac, où l'on va à la pharmacie pour acheter des médicaments à l'unité, pour qu'il n'y ait pas de gâchis et pas d'emballage. Là encore, quels sont vos modèles? Est-ce que pour atteindre cet objectif, ça relève du volontarisme politique et ou de la bonne volonté citoyenne? Alors, le Canada, par exemple, est très en avance sur ces sujets, l'Allemagne aussi, parce que là, vous avez vraiment des recherches anciennes sur cette question du plastique. L'idée, c'est pas de supprimer tous les plastiques, c'est de conserver que les plastiques essentiels. On en a, par exemple, besoin en médecine et de partir sur des plastiques qu'on appelle biosourcés et là, il y a tout un dispositif d'innovation technologique. Alors effectivement, ce n'est pas du tout, en réalité, une question individuelle. Bien sûr qu'à un moment, il va falloir que, les individus, agissent pour se passer de ces fameux plastiques. Mais ça ne peut être possible que si derrière, il y a un volontarisme politique qui crée les conditions de l'action de chacun. Et ça, c'est pas uniquement de l'innovation technologique. C'est aussi de la réindustrialisation, c'est aussi des aides aux entreprises, c'est aussi de la reconversion, c'est aussi réorienter les investissements vers de la recherche-développement. Donc en fait, il y a un ensemble de leviers qui va jusqu'à la formation et qui fait que ensuite les individus pourront choisir de faire ou de pas faire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On demande aux individus de faire
alors même qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Alors, vous imaginez aussi dans ce monde idéal de 2055 décarboné, précisément des, citoyens qui consommeraient, qui se nourriraient, de façon, on va dire, différente, qui ne seraient pas forcément, tous devenus végétariens, mais un monde qui redécouvrirait, par exemple, les bons morceaux de la viande au lieu d'aller acheter des steaks industriels, qui continueraient de manger du poisson, mais des poissons issus de pêche artisanale locale ou de poissons issus de l'élevage pour préserver, les stocks. Est-ce que en la matière, vous arrivez vraiment à y croire? Vous êtes confiante? Est-ce que vous voyez quand même déjà, dans certains pays privilégiés, les habitudes changer dans ce domaine-là de l'alimentation? Alors en réalité, ce problème de l'alimentation, on pourrait le regarder non pas à travers le climat, mais à travers la santé publique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les questions, par exemple, d'obésité et de tout ce qui va derrière, alors d'obésité vraiment morbide, hein, avec des maladies qui augmentent notamment chez les jeunes, est un problème de santé publique dans tous les pays développés et dans toutes les catégories aisées de certains pays en voie de développement ou de pays émergents. Et donc pour lutter contre ça, eh bien, on sait qu'il faut avoir des pratiques alimentaires différentes et d'une certaine manière, ces pratiques alimentaires, il se trouve qu'elles correspondent à une alimentation décarbonée. Plus de fruits, plus de légumes, comme vous l'avez dit, moins de viande. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple en France, je reviens sur d'autres pays, mais on le verrait dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'en réalité, les ménages les plus aisés, les gens qui ont le plus accès à l'éducation, qui ont un plus gros capital social, économique et culturel, entre guillemets, eh bien ces gens sont déjà dans les clous. Et le sujet derrière, évidemment, c'est de donner à nouveau la possibilité, non seulement à nos agriculteurs de continuer à produire, mais selon des normes beaucoup plus favorables à l'environnement, mais aussi à la santé et au goût. Mais c'est derrière aussi de développer toutes les chaînes de transformation et d'approvisionnement pour se permettre de ne plus justement être captif de ces produits ultra transformés. Et donc derrière, vous avez un bénéfice pour la santé, vous avez un bénéfice pour la sécurité sociale, vous avez un bénéfice aussi pour la ville, par exemple. Je parle de développer des petits commerces. Ça existe déjà, par exemple, dans les grandes villes. Dans les grandes villes où les catégories très privilégiées, ce qu'on a pu appeler les classes créatives, eh bien, ont déjà en réalité accès. Alors évidemment, ça a un prix. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on contient le prix pour qu'il reste accessible aux consommateurs. Ça, c'est pas du ressort des individus. Alors venons-en maintenant au transport. Dans ce monde idéal décarboné que vous imaginez en 2055, bien sûr, tout le monde, quand il a une voiture, roule en voiture électrique et surtout, on est dans un monde avec moins de voitures, des voitures plus petites. Et dans ce domaine-là, peut-être que l'on peut être réellement confiant parce qu'on le voit bien quand on regarde à l'échelle globale à quel point la mort du moteur essence aujourd'hui, elle est annoncée, elle est actée. C'est une révolution en marche à l'échelle mondiale aujourd'hui. Oui, elle est actée et elle est actée justement parce que vous avez des pays qui ont décidé de moderniser leur appareil industriel sur la base de ce qu'on appelle des usages décarbonés. Alors ça concerne la voiture, mais ça concerne aussi le vélo, ça concerne aussi nos appareils électroménagers, ça concerne aussi les appareils industriels. Donc il y a un ensemble en fait d'usages qui sont en train de se transformer et pour ça il faut avoir une offre en face. Et sur les transports, ce qui est intéressant, c'est que l'idée c'est de bouger moins et de bouger mieux. En réalité, cette transition, c'est ça. C'est parfois de faire moins, mais surtout de faire mieux. Et donc pour ça, là aussi, on a besoin d'abord de développer cette offre de transport décarboné. C'est pas que des véhicules électriques. Ça peut être aussi des petits véhicules légers, ça peut être des véhicules collectifs. C'est aussi un ciblage territorial qui là aussi est intéressant parce qu'on sait bien que, par exemple, quand vous êtes dans les espaces ruraux, la distance, elle reste importante. Là, le véhicule électrique, il est essentiel parce qu'il faut parcourir des kilomètres. Mais ça peut être, par exemple, du transport partagé, ça peut être du taxi collectif à la demande. Par contre, dans les grandes villes, on va plutôt favoriser la mobilité piétonne, on va plutôt favoriser le vélo, on va plutôt favoriser, là encore, du transport collectif parce que les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées ou les personnes malades ont besoin, évidemment, de transports fiables et sûrs. Et donc, tout ça, c'est une question d'aménagement du territoire et là aussi, ça existe déjà. Quand vous allez à Los Angeles, par exemple, ou quand vous allez à San Francisco, ce sont des villes qui, a priori, ont été construites, faites par la voiture individuelle. Et pourtant, aujourd'hui, ces villes, elles ont mis en place de nouveaux modes de transport, de nouvelles manières de se déplacer. Alors, ça suppose évidemment de transformer complètement la ville. Et ça, c'est important parce qu'on regagne en fait derrière du confort de vie. Et on le voit aujourd'hui dans les grandes agglomérations françaises, mais on pourrait aller un petit peu partout. Vous allez à Berlin, vous allez à Londres, etc. D'abord, vous avez une pollution qui baisse, moins d'allergies. Vous avez des espaces publics, alors évidemment qui varient selon la ville dans laquelle vous êtes, qui sont beaucoup plus accessibles, avec des canopées urbaines, avec des jardins. C'est beaucoup plus mixte. Et je donne l'exemple de Seattle.
Seattle, où on a fait une canopée urbaine. Eh bien, dans cette canopée urbaine, on vit plus vieux. Alors évidemment, pas parce que les arbres, ça vous fait vivre plus vieux, mais simplement parce que on redécouvre du lien social et ça permet de faire attention à son voisin. Et donc ce monde-là, c'est aussi un monde qui est plus sobre, mais qui est surtout plus solidaire. Et au-delà de ces grandes villes, on va le dire quand même très privilégiées, quand on regarde l'hémisphère sud, on voit bien aussi l'investissement, le choix qui est fait de la voiture électrique, pas tant avec des préoccupations climatiques ou environnementales que parce qu'aujourd'hui, ce sont des voitures moins chères, parce que la Chine, notamment, a investi ce secteur-là, parce que c'est une manière aussi de moins dépendre des hydrocarbures, donc des crises géopolitiques. Il y a aussi, on va dire, des raisons économiques qui vont faire triompher la voiture électrique aujourd'hui? Dans ces grandes villes, justement, vous avez, dans le cas des pays enfin, émergents ou en passe de le devenir, vous avez une classe moyenne qui se crée et qui souffre énormément des pollutions liées au moteur thermique. Et donc, là aussi, cette classe moyenne a des exigences en termes de qualité de l'air, tout simplement, et qui se dégrade en plus parce qu'on l'a vu, et on va le voir de plus en plus, quand vous avez ces pics de chaleur ou ces dômes de chaleur, vous avez des pollutions aussi qui sont accrues. Dans les pays des Suds, la difficulté, c'est moins les transports que celle de la construction et notamment du ciment, notamment du béton. Parce que évidemment, la progression des villes entraîne une production, un besoin en ciment et en béton qui sont des matériaux extrêmement intenses en carbone. En effet, c'est toute la question du logement et vous imaginez dans ce monde rêvé de 2055 décarboné, des maisons qui seraient construites en effet avec des types de matériaux radicalement différents, avec des végétalisations de toits, avec davantage d'extérieur. Il y a des villes aujourd'hui dans l'hémisphère sud qui donnent un peu l'exemple. On cite souvent Singapour, on cite souvent Medellín. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles vous pensez spontanément? Oui, et alors c'est intéressant, je pense par exemple à Rio. Je pense à Rio parce qu'on a aussi l'impression souvent que ce sont finalement, ce sont des aménagements qui sont d'abord pour les riches. En fait, ce qu'on voit, c'est que, y compris dans les bidonvilles, aujourd'hui, justement du fait du changement climatique, parce que vous avez une agriculture urbaine en réalité, qui est souvent une agriculture aussi de subsistance, eh bien ces populations des bidonvilles, elles sont frappées de plein fouet par les extrêmes climatiques, par les vagues de chaleur. Et donc derrière, eh bien la transformation et notamment la végétalisation et notamment aussi l'ajustement de ces agricultures urbaines, c'est aussi une manière de résoudre l'équation compliquée entre manger et se protéger du chaud et se protéger aussi du ruissellement. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il faut le savoir, hein, ce chiffre donne le vertige, c'est plus de 3,5 milliards de personnes qui sont aujourd'hui victimes du changement climatique, y compris dans les pays riches, parce qu'il y a des Suds, malheureusement, dans les Nords. Et d'une certaine manière, on assiste à un renversement, c'est-à-dire que les Suds, aujourd'hui, ont totalement intégré au pied du mur cette question de comment je fais bah, pour survivre. Et pour ça, bah, je consomme moins parce qu'en fait, j'ai cette habitude-là de prioriser mes besoins et de compter sur la solidarité. Dernière question, Magali. Dans votre ouvrage, même dans ce monde idéal décarboné de 2055, vous précisez qu'il fait quand même 50 degrés à la mi-journée et que tout doit être calfeutré à cette heure-là. C'est vrai que même dans ce monde-là, on devrait quand même payer notre inaction, passer au prix fort. Vous l'écrivez, nous ne connaîtrons plus jamais le climat que nous avons eu enfant. Il faut s'y résoudre. Et d'une certaine manière, vous dites aussi que c'est cette situation-là, cette situation de fait qui va changer la donne, qui va faire que nous allons agir. On a le sentiment que c'est pas tant le volontarisme politique et la prise de conscience universelle des citoyens que le fait qu'on va être confronté à l'invivable. On a le choix encore aujourd'hui, et pour encore 2 décennies, entre choisir, justement, choisir notre futur et le construire ou subir et se retrouver au pied du mur. Il faut savoir que le niveau de changement climatique, l'intensité du réchauffement, elle dépend du stock de carbone, donc qui s'est accumulé dans l'atmosphère. Ce qui veut dire concrètement que ce qui s'est passé, ce que nous avons émis dans le passé, il va rester. Et donc aujourd'hui, notre futur climatique est écrit à peu près jusqu'aux années 2050. Mais toutes les actions qu'on met en place dans les 20 ans qui viennent, eh bien, elles nous permettent soit de nous diriger vers un futur absolument insoutenable, et là, la question sera plus de s'adapter, mais de choisir qui va mourir, ou bien, après 2055, parce que la neutralité carbone nous permet vraiment de stabiliser le changement climatique s'arrête quasiment au moment où on atteint la neutralité carbone, eh bien, on reva vers un futur vivable où le temps nous sera donné aussi de pouvoir nous adapter à ces fameux 50 degrés. Mais il faut savoir que
dans certains pays du monde, malheureusement, ça sera beaucoup plus et qu'on dépassera des seuils létaux. Donc quand on parle d'urgence, c'est une urgence à 25 ans. En 25 ans, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut bien comprendre que ce sont les 10 ans qui viennent qui sont absolument fondamentales pour éviter le désastre. Merci infiniment, Magali Reguezazid, pour cet entretien et pour cet ouvrage. On l'aura compris qu'il faut absolument lire. Bienvenue en 2055 dans un monde neutre en carbone. C'est publié aux éditions du Seuil. Une excellente lecture partant de canicule. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. C'était la dernière leçon de géopolitique de la saison, mais vous pouvez retrouver comme toujours toutes nos vidéos, toutes nos interviews sur arte.tv, sur YouTube et sur Instagram. Vous pouvez également nous suivre et vous pouvez toujours vous abonner à notre newsletter du samedi. À bientôt.